5 mondes, les conseils de l'audiovisuel leur reprochent une couverture médiatique déséquilibrée en faveur de rebelles M23 dans les conflits à l'Est. Depuis, le journaliste Patrick Adonis Numbi a été lâchement abattu à Lubumbashi dans la nuit du 7 au 8 janvier. De nombreux journalistes ont manifesté ce mercredi dans le rue de la capitale pubrifère. Et puis, malgré la baisse du taux d'inflation dans certains pays africains, en Guinée-Bissau, cela continue à persister. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le gouvernement congolais a lancé l'opération Ndobo le 6 décembre 2024 pour lutter contre le banditisme urbain ciblant le Kuluna de jeunes criminels responsables de violences à Kinshasa et dans d'autres villes. Près d'un mois après, plus de 4000 délinquants ont été arrêtés, plus de 11 audiences foraines organisées avec 300 condamnations à ce jour. Bien que la sécurité se soit améliorée, la population reste vigilante quant à la disparition de Kuluna. Dans Momat. Le gouvernement congolais a renforcé sa lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa et dans d'autres grandes villes du pays avec le lancement de l'opération Ndobo le 6 décembre 2024. Selon Jacques Chabani, vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, cette initiative cible spécifiquement les délinquants surnommés Kuluna, des jeunes criminels responsables des violences récurrentes dans les quartiers. L'objectif principal est de les traduire rapidement en justice. 2 jours seulement après son lancement, la police avait déjà procédé à l'arrestation de près de 756 présumés Kuluna. Grâce à des patrouilles menées des jours comme de nuit, des bouclages ciblés et d'autres stratégies secrètes, plus de 4000 présumés délinquants ont été appréhendés dans diverses zones depuis lors. Au 6 janvier 2025, l'opération avait permis la condamnation de plus de 300 individus à l'issue de près de 11 audiences foraines. Le ministre d'État chargé de la Justice, Constant Moutamba, a précisé que ces procès s'est déroulé dans le respect des droits des accusés, y compris le droit à la défense et la possibilité d'être assisté par un avocat. En conséquence, un grand nombre de ces criminels ont été transférés dans des prisons de haute sécurité, telles que celles de Luzumu, au Congo central, et Angenga, à l'Équateur. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a exprimé son soutien à l'initiative tout en appelant à une approche plus humaine, notamment en ce qui concerne les mineurs impliqués dans ces activités criminelles. Pour le gouvernement, l'opération a permis de restaurer la sécurité et la tranquillité dans la capitale, insistant sur le fait qu'elle est menée sans aucune clémence, conformément aux directives du président de la République. Cependant, du côté de la population, il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir se réjouir pleinement de la disparition des Kuluna. Avec nous pour en parler dans mon mat, journaliste au sein de Police Télévision, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Madame Patience. Monsieur Dombomat, vous êtes journaliste, c'est vous qui couvrez les opérations Ndobo et vous continuez à les faire. Peut-on dire que cette opération produit les effets escomptés? Alors, comme nous venons de le suivre dans le reportage qui vient à peine de passer, nous avons pu passer de festivités de fin d'année en toute quiétude, du moins de façon générale, bien que toutes les poches d'insécurité n'ont pas disparu, puisque en matière de sécurité, il n'y a pas de sécurité totale. Okay? Et donc, de ce point de vue-là, juste en se basant sur ces faits-là, on peut dire que l'opération Ndobo a répondu à une certaine attente qui était celle d'apporter de la sécurité aux citoyens kinois. Il y a de moins en moins des rixes, des batailles des rues organisées entre Kuluna. Peut-être on ne va pas parler de vols qui continuent à se faire ça et là, mais de manière générale, tous ces phénomènes-là ont un peu diminué en termes d'ampleur. Et donc, on peut dire comme ça que ça a été un succès, vu le nombre de personnes arrêtées. On parle de 4000, bien que les chiffres ne sont pas totalement trop précis. Il y a plus ou moins 8000 personnes qui ont été arrêtées. De l'opération Ndobo. Bandits, Kuluna. Il y a eu des audiences foraines. On a donné le nombre là, plus de 11. Plus de 300 condamnations. Et
Aujourd'hui, on est à une centaine de personnes qui ont été condamnées à mort. Il y a de ces prisonniers-là qui ont été envoyés dans des prisons sécurisées dans le Congo central et à l'Équateur, en Ngenga. Et donc, lorsqu'on prend tous ces faits-là, encore une fois, on peut se dire qu'il y a une certaine réponse qui a été donnée au phénomène Kounouna. Mais lorsqu'on va plus loin, on peut alors se poser une autre question. Est-ce que cela va durer dans le temps? Est-ce que cela va durer dans le temps? Est-ce que cela a vraiment... est-ce qu'un travail de fond a été fait pour qu'il n'y ait plus résurgence de ces phénomènes-là? Et là, les points de vue peuvent être très divergents. Et on peut même être amené à dire qu'il ne faut pas très vite se frotter le main, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc vous doutez de la durée de ces effets positifs? On peut à juste titre douter, émettre quelques doutes, puisqu'il ne suffit pas d'arrêter, de juger, de condamner et d'envoyer en prison. Au moment où le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, la police et l'armée sont mobilisés, il a fallu qu'il y ait la même mobilisation au niveau de certains ministères, par exemple. Puisque aujourd'hui, ce n'est pas une leçon que l'on va donner à ceux qui nous dirigent ici. Le monde, il est systémique, c'est-à-dire que tout est lié, tout est système. On ne peut pas dissocier, par exemple, le phénomène Kounouna du chômage, du problème du chômage. On ne peut pas dissocier les phénomènes Kounouna du problème de l'éducation, de l'enseignement, de la qualité de l'enseignement. Et donc, lorsqu'il n'y a pas une mobilisation qui s'ensuit dans ces domaines-là, si aujourd'hui le ministère d'Emploi ne s'active pas à créer des emplois, si on n'arrive pas à donner une bonne formation à ceux qui étudient une formation de qualité, une éducation de qualité, et donc nous ne sommes qu'en train de reporter ce qui devrait se produire demain. On les reporte après-demain. Et on craint, avec le phénomène Kounouna, de voir se reproduire en RDC ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. Comme vous le savez, Haïti aujourd'hui est géré par des gangs armés. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, il était difficile de circuler librement dans la ville de Kinshasa parce que chaque coin était occupé par des Kounouna qui opéraient avec des machettes. Aujourd'hui, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Il y aura une certaine accalmie, mais ils finiront par sortir. Et même ceux qui sont en prison, il y a c'est fort possible qu'ils puissent également s'en échapper, même si on parle des prisons assez sécurisées. À Makala, qui est non loin d'un camp militaire, il y a eu évasion des prisonniers. Et pourquoi pas dans d'autres prisons qui, plus sont à l'intérieur du pays. Et donc, en dehors de tout ça, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe lorsqu'il y a ce qu'on n'a pas assez relevé. Lorsque la police accroît le patrouille, le bouclage, que font ces jeunes-là? Eh bien, ils se cachent. Ils entrent dans ce qu'on appelle maquis. Ça, le policier, ils ont les services de renseignement, ils le savent. Et donc, pendant que l'opération Ndobo est en train de se faire, il y a certains de ces Kounouna, et même beaucoup d'entre eux, qui vont pour momentanément laisser leur pratique de Kounouna. Ils vont soit se réfugier dans une autre commune, soit se donner à des travaux où ils peuvent être payés quotidiennement, le temps qu'il y ait une accalmie, le temps que la police puisse baisser les bras, et ils vont revenir en force. Et donc, en prenant tout ça, il y a à craindre que cela ne soit pas dans la durée très efficace. Et aussi, il y a autre chose qui s'est fait. C'est vrai, nous, on couvre l'actualité de la police. On salue le travail que fait la police. La police a également un grand travail. Comme on l'a dit d'entrée de jeu, que nous avons pu fêter les festivités de fin d'année en toute quiétude. Aujourd'hui, on peut quand même circuler dans tout Kinshasa librement et en paix. Mais
parfois les patrouilles sont entachées de beaucoup de dérapages. Voyez-vous, moi personnellement, j'ai par exemple assisté à un bouclage dans mon quartier, à Kingabwa, Kaemba, Kimbongo, j'en passe. On arrête des gens et le policier se transforme en collecteur d'impôts. On fait payer 50 000 aux gens pour venir faire libérer des gens qu'on a arrêtés comme ça. Et lorsque vous regardez, j'ai été aussi pour libérer un voisin, vous y allez, on vous fait voir, on vous demande de regarder dans les bus qui servent de prison momentanée là, on vous demande de voir quelle est la personne que vous êtes venu pour libérer. Et j'ai regardé, il n'y avait aucun Kuluna que je connais. Et donc, il y a eu aussi, et toutes ces petites erreurs-là font qu'on ne peut pas dire à 100% que dans 6 mois, une année, on aura peut-être la même quiétude que nous avons aujourd'hui. À moins que la police prenne compte de tous les aspects négatifs qui ont entaché ou qui entachent l'opération puisqu'elle est encore en cours et qu'elle améliore. En ce moment-là, on peut souffler encore un peu. Merci donc pour vos éclaircissements. On va poursuivre avec l'actualité. Affaire transfert de bandits, communément appelé Kuluna à Angenga, la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, encourage le gouvernement de la République à poursuivre son élan d'assurer la sécurité de personnes et leurs biens à travers l'opération Ndobo. La CNDH qui dit ne pas soutenir le banditisme urbain à travers le pays plaide néanmoins pour qu'une justice équitable soit faite à la fois pour le bandit et pour les personnes victimes dans le respect des droits de l'homme. Je vous invite de suivre les rapporteurs de la CNDH, Maître Didier Kimbumbu Dido, qui a été interrogé par Théodore Ngandou et Stani Samba. Que vous venez d'évoquer, opération Ndobo, qui est en train de lutter contre le banditisme urbain. Lutter contre le banditisme urbain, c'est au fait l'apanage ou la responsabilité du gouvernement par le ministère de l'Intérieur qui assure la sécurité des biens et des personnes. Et le ministère de Justice est associé du fait que ces gens-là qui sont appréhendés, qui sont poursuivis, qui sont arrêtés, doivent passer par des tribunaux pour être jugés. Là, c'est une procédure qui est normale. Donc, je reviens, l'État a un rôle à jouer dans la protection de personnes et de leurs biens. Ça, c'est vraiment en amont. Et l'État qui arrête ces personnes qui commettent des infractions doivent aussi les juger suivant la procédure liée aux affaires pénales au sein des juridictions judiciaires. Mais il est important que nous puissions souligner quelque chose, parce que ça part dans tous les sens, comme quoi la CNDH encourage le Kuluna. La CNDH n'encourage pas le Kuluna à commettre des forfaits. La CNDH ne peut jamais le faire. La CNDH a plaidé auprès du gouvernement pour que le service de sécurité, entre autres la police, puisse bien faire son travail. Et pour que la police fasse bien son travail, il faudrait que les policiers soient formés, que le policier ait le moyen de faire leur service, que les policiers soient en mesure d'assumer cette responsabilité de sécurité. Mais quand les gens qui ont commis des infractions sont appréhendés, l'État doit, au niveau de la justice, assurer ce que nous appelons une justice équitable. Assurer une justice équitable, ce n'est pas que nous encourageons les délinquants, nous encourageons les Kuluna. Non. Assurer une justice équitable tire sa source de notre Constitution. Nous avons fait un plaidoyer pour que le code pénal soit rayé de réformes de ces codes-là qui doit suivre au fait ce que dit la Constitution. En parlant de l'insécurité, mais en dehors de Kinshasa,
Patrick Adonis Numbi, journaliste, a été lâchement abattu à Lubumbashi dans la nuit du 7 au 8 janvier, ce mercredi. De nombreux journalistes ont manifesté dans les rues de la capitale Cuprifère, espérant que l'Assemblée provinciale se saisisse afin de la question de l'insécurité, mais à leur appel est resté sans écho. Au gouvernorat, le silence était absolu, le gouverneur préférant s'est retranché dans son bureau climatisé. Face à ces mépris, les journalistes se tournent désormais vers la justice. Dans Momat. Un autre confrère a été lâchement abattu à Lubumbashi dans la nuit du 7 au 8 janvier. Les images de son corps mutilé à la machette sont insupportables. Ce mercredi, de nombreux journalistes ont manifesté, espérant que l'Assemblée provinciale prenne enfin en charge la question de l'insécurité. Mais leur appel est resté sans réponse. Au gouvernorat, le gouverneur Kiaboula a préféré se réfugier dans son bureau climatisé. Nous sommes très en colère. La presse du Grand Katanga en général endeuillée. La presse du Haut-Katanga en particulier, très abattue, parce que simplement, un des nôtres nous a quittés, Patrick Adonis Numbi, et nous avons le regret de constater que le gouverneur Jacques Yaboula Katou, qui a toujours dit qu'il était l'ami de la presse, nous constatons aujourd'hui qu'il n'a jamais été l'ami de la presse. La presse est en train de pleurer seule. Nous sommes venus dans le Haut-Katanga, disons au gouvernorat du Haut-Katanga, pour déposer le mémo. À notre grande surprise, le gouverneur du Haut-Katanga n'est pas là. Étant dans son bureau, il arrive. Et que tous les officiels du Haut-Katanga, que personne ne vienne assister la presse aux obsèques de Patrick. Face à ces mépris, le journaliste se tourne désormais vers la justice. Monsieur le procureur général, nous espérons au moins que vous engagerez des enquêtes. Alors des enquêtes qui donneront des résultats fiables. Et nous exigeons un procès public. Malgré la présence des patrouilles et des barricades policières, l'insécurité frappe toujours les citoyens et les journalistes, souvent en première ligne, ne sont pas épargnés. Malgré la présence des patrouilles et des barricades policières dans de nombreuses villes comme Kinshasa et Lubumbashi, l'insécurité frappe toujours les citoyens et les journalistes, souvent en première ligne, ne sont pas épargnés. La guerre fait rage dans l'est du pays et certaines sources annoncent la reprise de plusieurs villes par le FARDC. À ce sujet, le CESAC adresse une mise en garde à la direction de RFI, France 24, TV5 Monde. Le Conseil de l'audiovisuel leur reproche une couverture médiatique déséquilibrée en faveur de rebelles du M23 dans les conflits à l'Est. Dans une lettre, le vice-président de cet organe de contrôle de médias, Bruno Mbolisson, accuse des chaînes de diffuser à plusieurs reprises de fausses informations. Patrick Ilou. À l'endroit des trois médias audiovisuels français, le CESAC pointe du doigt une ligne éditoriale jugée pas objective et pas du tout équilibrée. Nous avons constaté que vos reportages mettent régulièrement en avant-plan les prétendues avancées du groupe terroriste actif sur notre territoire, tout en minimisant les opérations réussies des forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent au prix des lourds sacrifices pour défendre la souveraineté nationale, tant dans la correspondance qui dénonce aussi la diffusion répétée des fausses informations, tend à s'aimer la panique et à amplifier le sentiment d'insécurité parmi les populations. Pour les autorités de la RDC, la guerre ou plutôt la manipulation passe aussi par les médias, d'où l'exigence du CESAC qui oblige TV5 Monde, RFI et France 24 une couverture rigoureuse et respectueuse des principes fondamentaux de diversité d'opinion et de vérifiabilité de sources. Le CESAC se montre ferme, promet des sanctions sévères en cas de manipulation de l'opinion. Dans un autre chapitre, c'est mardi 7 janvier, le ministère provincial de transport de la ville de Kinshasa a mis en place une nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun. Cependant, sur le terrain, le constat est contraire à la décision des autorités urbaines. De nombreux usagers ont exprimé leur mécontentement face au non-respect de ces tarifs par certains chauffeurs. Ces derniers, quant à eux, ont évoqué les raisons du non-respect de cette nouvelle grille tarifaire. Suivez.
La nouvelle grille tarifaire mise en place pour harmoniser les coûts de trajet et répondre aux besoins des usagers prévoit de prix fixes en fonction des distances et des types de services. Cependant, le passager rapporte que certains chauffeurs continuent d'appliquer les anciens tarifs, voire augmentent les prix de manière arbitraire. De nombreux Quinois demandent par conséquent aux autorités d'appliquer de mesures disciplinaires. Nous avons appris que le gouvernement a publié les tarifications dans les différents endroits, mais malheureusement, nos frères qui sont transporteurs, ils n'ont pas respecté les autorités. Donc pour les autorités, moi je leur demande qu'ils doivent quand même frapper les gens. En ce moment-là, ceux qui ne sont pas conformes, ils vont se conformer à force de leurs décisions. De leur côté, certains chauffeurs affirment n'avoir pas été informés de cette mesure. D'autres la réfutent catégoriquement, affirmant que cette grille ne tient pas compte de la réalité économique de la ville. Ils soulèvent les embouteillages et l'impraticabilité de certaines routes qui ne permettent pas une bonne circulation de véhicules. Première chose, c'est que l'État il faut que l'État soit là. Selon moi, Remba, aux villes, 70 heures, il doit avoir 2 heures 30 minutes. On les a manqué à gagner un chauffeur. L'État, bon, il sera biso banzela. Tant qu'on fixe pour y avoir un euro aux délais, on est biso tout aux ans même nin. Il y a plus hôtel biso. Ouais, c'est pourtant bon, il sera biso Kasavubu. Bon, il sera biso Kasai. Pour permettre biso de route à toi, to porte ta ville en Wallès, et ben ninga obo bima ba bima na kimia. Et loko ezoka bola biso na gouvernement provincial souvent apparemment bazo kende ko le problème bisika problème ezate. On a un problème sérieux, ya banzela. Imaginez-vous pour accéder na ville. Ba veni nyonso ekotisaka bato na ville et ça la kalisusu te. To tikalaka na Wileri. Kende Wileri okomona niveau ya embouteillage ezawana. C'est-à-dire, au l'équi normal, pour comme tu peux faire 2 heures de temps. Alors, 2 heures de temps, il fallait qu'on soit 5 courses, 6 courses, 7 courses par jour. Mais comme on risquait, on soit 3 courses. C'est-à-dire, dans la nouvelle grille tarifaire, le coût varie entre 500 francs congolais et 9000 francs congolais. Le trajet le plus long part du marché de la Liberté et se rend jusqu'à Mongata. Une amende de 50 à 100 dollars américains est prévue pour les conducteurs qui pratiquent des phénomènes du demi-terrain. Ces derniers consistent pour le chauffeur à effectuer seulement la moitié du trajet habituel tout en faisant payer le tarif complet, leur permettant ainsi de doubler ou tripler leurs gains pour un même trajet. Tout comme le transport en commun rencontre des défis dans l'application de nouvelles mesures, le secteur sportif fait face à un blocage avec la suspension du calendrier du championnat d'élite Illico Cash Ligue 1. La Fédération congolaise de football a demandé à la Ligue nationale de football de surseoir à la manche retour de ces championnats. L'organe fêtier du football a annoncé sa décision à travers une correspondance datée du 6 janvier 2025, signée conjointement par son président Dieudonné Sambi et le secrétaire général Innocent Kibundulu. La lettre a été adressée au président de la commission de gestion de la Ligue Foot suite aux préoccupations exprimées par plusieurs clubs et acteurs du football concernant l'élaboration du calendrier de la phase retour jugé non conforme à la réglementation en vigueur. En effet, certaines équipes n'ont pas encore terminé leur match de la manche aller, ce qui a suscité une vague d'indignation au sein de clubs affiliés. Le comité de normalisation de la FECOFA souligne à cet effet qu'il est primordial d'éviter toute confusion ou cacophonie qui pourrait nuire à la bonne organisation de la compétition. Ainsi, le calendrier actuel de la phase retour est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La décision de la Fédération congolaise de football association veut tout simplement garantir la conformité réglementaire et préserver l'équité sportive au sein du championnat. Les dirigeants du CONOR appellent ainsi les parties prenantes à plus de patience dans un esprit sportif. Cette mesure intervient dans un contexte où la régularité et l'équilibre sont primordiaux, aussi bien pour les compétitions que pour le développement du football congolais. Alors que le football local est à l'arrêt, la scène internationale reste en effervescence avec le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations où la République démocratique du Congo figure parmi les pays qualifiés. Le vainqueur de cette compétition sera récompensé de 3,5 millions de dollars américains. Blaise Kuzola. Le week-end de football a annoncé que le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations
CHAN 2024 se tiendra le mercredi 15 janvier 2025 au Centre international de congrès Kenyatta à Nairobi au Kenya. L'information a été confirmée par la Fédération tanzanienne de football et les autorités kenyanes via leur page officielle sur les réseaux sociaux. Les Léopards A' de la République démocratique du Congo découvriront leurs adversaires lors de cette cérémonie. Elle réunira plusieurs fédérations sportives membres de la CAF. Ces tirages au sort représentent une étape cruciale avant le début de la compétition. Par ailleurs, la Confédération africaine de football a annoncé une augmentation historique des récompenses financières pour la prochaine édition du CHAN, qui se tiendra conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda en 2025. Le vainqueur de cette prestigieuse compétition recevra 3,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 75% par rapport à l'édition précédente. Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a confirmé cette nouvelle lors d'une déclaration officielle mardi dernier. Il a également révélé que le montant total de prix distribués tout au long du tournoi s'élèvera à 10,4 millions de dollars, marquant une augmentation de 32% par rapport à la dernière édition. Cette mesure vise à valoriser davantage la compétition et à encourager les équipes participantes à atteindre l'excellence. Prévue du 1er au 28 février 2025, cette édition promet d'être mémorable avec un tirage au sort qui aura lieu à Nairobi au Kenya. Ces gestes de la CAF illustrent son engagement à rehausser le niveau du CHAN et à promouvoir le football africain sur la scène internationale. Madame, Messieurs, l'actualité c'est aussi en dehors de la République démocratique du Congo. À l'échelle continentale, d'autres enjeux préoccupent le pays africain, notamment l'inflation qui a connu de baisses notables dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, mais qui persistent d'ailleurs, comme en Guinée-Bissau. Francine Moukeba. Les taux d'inflation ont reculé de 0,9 points de pourcentage, passant de 3,4% en octobre à 2,5% en novembre 2024 au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, baissant ainsi pour la deuxième fois consécutive depuis les taux de 3,6% enregistrés en septembre. La baisse de l'inflation s'explique surtout sur la diminution des prix des produits alimentaires, dont l'impact global sur l'inflation est passé de 2,1 points de pourcentage en octobre 2024 à 1,5 points en novembre 2024. Par ailleurs, l'inflation sous-jacente, excluant les prix des produits frais et de l'énergie, a également baissé, passant de 2,3% en octobre à 1,8% en novembre 2024. Une baisse de l'inflation a été constatée dans 6 pays de la zone, à savoir les Bénin, les Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, les Mali, les Niger et les Togo, contrairement à la Guinée-Bissau où elle a augmenté et au Sénégal où elle est restée stable. Les taux d'inflation retrouvent ainsi la fourchette cible de 1% à 3% définie par la BCEAO après 7 mois consécutifs au-delà de l'objectif fixé. Pour l'ensemble de l'année 2024, l'inflation moyenne est projetée à 3,6% contre 3,7% pour 2023. Toutefois, les prévisions pour 2025 sont à la hausse selon la BCEAO en raison de l'insécurité dans certains pays, des mauvaises conditions climatiques affectant l'agriculture et des tensions géopolitiques et commerciales. En dépit de fluctuations économiques, les secteurs miniers demeurent un pilier de l'économie de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, l'or étant le premier produit d'exportation pour des pays comme le Mali, le Ghana ou le Burkina Faso, avec une exploitation accrue de ressources minérales attendue en 2025. Francine Moukeba. De l'Ouest, les mines d'or tiendront les hauts de l'affiche parmi les projets qui entreront en production en 2025. En 2024, les mines d'or Lafigué en Côte d'Ivoire et Nadimi au Ghana sont entrées en service avec une capacité de production annuelle de 203 000 et 350 000 onces respectivement. À cela, il faut notamment ajouter l'agrandissement réussi du complexe aurifère Saboda la Samawa au Sénégal et la production commerciale atteinte sur la mine Kourouza en Guinée.
Ces pays devaient être à l'honneur à nouveau cette année, puisque les Canadiens Rolex Resources a reporté à fin 2025 l'entrée en production de la mine Kiniero. Une étude de faisabilité actualisée pour les projets est attendue ce trimestre. La mine est déjà en construction et peut livrer, selon les estimations actuelles, plus de 100 000 onces par an au cours des 3 premières années et 90 000 onces en moyenne sur sa durée de vie de 9 ans. Premier producteur africain d'or, le Ghana est aussi concerné par la mise en service de nouvelles mines en Afrique de l'Ouest cette année. Avec une production annuelle d'or estimée entre 275 000 et 325 000 onces, le Mali a mis en service Goulamina, sa première mine de lithium en décembre 2024, grâce au chinois Ganfeng Lithium. Alors que le pays est devenu le premier producteur de lithium en Afrique de l'Ouest, il peut déjà consolider ses statuts avec la mise en service de sa deuxième mine de lithium cette année. Place à présent à la revue de presse, sélection et commentaires, Blaise Houzola. Bienvenue dans cette revue de presse. Commençons cette édition avec Forum des As qui titre à sa une tract de Koulouna, Amnesty International appelle à renoncer aux exécutions massives. Amnesty International a lancé un cri d'alarme face au transfert de plus de 170 condamnés à mort vers la prison d'Angenga dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo en vue de leur exécution. L'organisation appelle le président Tshisekedi à suspendre immédiatement tout projet d'exécution et exhorte les parlements à adopter un moratoire sur la peine de mort. L'annonce de ces transferts est absolument effroyable. Nous craignons des exécutions massives imminentes, faute d'informations fiables sur le statut des personnes condamnées à mort, a déclaré Sarah Jackson, directrice adjointe pour l'Afrique de l'Est et australe d'Amnesty International. Dans les mêmes ordres d'idées, Geopolis Hebdo titre « Affaire transfèrement de Koulouna, l'engagement tronqué d'Amnesty International ». Une fausse alerte de l'Associated Press annonçant une prétendue exécution de Koulouna a sémé une confusion en même temps qu'elle a fait s'élever les organisations de défense de droits humains. La fausse information, reprise par les grands médias, s'est répandue avec une grande vitesse et a suscité des réactions véhémentes. Amnesty International ne s'est pas fait prier pour mettre en cause le président Félix Tshisekedi. Un article de cette ONG de défense des droits de l'homme a enjoint le président de la République à mettre un terme à ces projets d'exécution massive. Dans un autre registre, le phare titre Mpiodi 18+, 220 000 à 180 000 francs le carton à Kinshasa. C'était la grande surprise, agréable bien sûr, pour des milliers de ménages quinoises hier mardi 7 janvier 2025. À Maluku, Kimbanseke, Matete, Kasavubu, Selembao, Ngaliema, elles n'en croyaient pas leurs yeux devant le tableau noir traditionnel des chambres froides qui affichait 180 000 francs contre 220 000 francs il y a un mois pour le carton de Mpiodi 18+. Quant au carton des Chinchard de 20+, il était proposé à 210 000 francs contre 231 000 précédemment. Converti en devise forte, il est constaté une baisse de 78 $ à 68 $ américains, écrit le journal. Par ailleurs, le quotidien complète en disant que dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la vie chère et dans les soucis d'alléger les paniers de la ménagère, une ronde à travers les chambres froides de Kinshasa mardi 7 janvier 2025 a permis de constater qu'un carton de poisson 18+ Saint-Char est passé de 220 000 à 180 000 francs congolais. La grille tarifaire indique une baisse significative de prix de cette denrée dans la ville-province de Kinshasa. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Vous avez suivi dans ce journal, le CESAC a adressé une mise en garde à la direction de RFI France 24 ainsi que TV5 Monde. Les conseils de l'audiovisuel leur reprochent une couverture médiatique déséquilibrée en faveur de l'ével M23 dans les conflits à l'Est. Vous avez suivi également le journaliste Patrick Adonis Numbi a été lâchement abattu à Lubumbashi dans la nuit du 7 au 8 janvier. De nombreux
terminer, je vous laisse suivre le magazine spécial sur la modernisation de la ville de Bunia. La sécurité, le développement et l'émergence de la province de l'Ituri, telle est la volonté du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci est incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kasha Madjouni, en province de l'Ituri. La modernisation de la ville de Bunia continue de s'emparer. Après l'asphaltage de grands acteurs, place à présent aux voiries qui vont relier ces grands acteurs. Faisant une ronde ce samedi 4 janvier 2025 où les travaux s'effectuent, l'ingénieur Barry Aboubakar, directeur technique de l'entreprise Mogabaon, nous explique sur l'évolution des travaux tronçon Bandaka qui relie les quartiers Oho et celui de Bakoko. Ici, les travaux évoluent comme on veut, ils évoluent bien. Nous avons fini le terrassement de masse. Nous sommes à la fin de la construction de la chaussée proprement dite. Et on envisage aussi commencer la construction de l'ouvrage. Il y a un dallo à construire 200 mètres plus bas, ici. Vous avez vu le marigot. On va faire un ouvrage de franchissement qui sera un dallo pour remplacer celui qui est là, qui n'est pas au gabarit, puisqu'il s'agit de la modernisation des voiles. Nous allons faire un ouvrage, pas un grand pont, mais un dallo qui correspond au gabarit de la route et à la norme moderne. Le développement, un facteur important en Ituri, tout le monde doit jouer sa partition. Le travail des maçonneries, souvent réputé comme un travail des hommes, mais sur le chantier, on s'est croisé avec une dame qui se sent à l'aise en pratiquant ses métiers malgré sa qualification masculine. On dit souvent qu'il n'y a pas de sous-métier. On fait tous les travaux qui nous donnent de l'argent. Le travail n'est pas seulement pour les hommes, ni pour les femmes. Nous sommes plusieurs femmes ici. Nous avons des mamans, les jeunes filles, des filles mères. Nous avons plusieurs femmes ici. Revenant au chantier, sur l'axe Erzaïr, Kappa vers le bureau Afrides, les travaux sont presque finis. La pose des bitumes a déjà pris fin. Il reste qu'un ouvrage de caniveau d'eau qui est en pleine construction, comme rapporte une fois de plus M. Barry Aboubakar. Les travaux sont quasi terminés parce que nous sommes sur la fin des assainissements. Vous avez vu que la chaussée est terminée. Les assainissements ont bien avancé. Pratiquement de Carrefour Erzaïr jusqu'en allant à RVA, vers l'aéroport, en descendant vers la jonction du boulevard de l'aéroport, vers Afridex, ça c'est fini.